Donc Jean-Pierre Fillu, il nous vient de Paris, je pense. Là juste maintenant, oui. D'accord. Et je vais présenter le sujet du débat rapidement, bien qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. Ce monsieur qui a eu une double carrière, je dirais, publique ou semi-publique, puisque avant d'être quasi exclusivement un historien et professeur à Sciences Po à Paris, où il enseigne dans plusieurs langues, d'ailleurs en français, en anglais, en espagnol, en arabe. Il a été également chercheur associé aux séries. Il a publié en France comme à l'étranger de nombreux articles sur le monde arabo-musulman. Ses livres, ses analyses ont été diffusés dans une douzaine de langues. Il a fait des travaux sur Al-Qaïda. Je cite quelques livres rapidement. En 2005, Mitterrand à la Palestine. Pour montrer son éclectisme, Jimi Hendrix, le gaucher magnifique, en 2008. L'Apocalypse dans l'islam. Les 9 vies d'Al-Qaïda, 2009. Bon, je vais en passer, parce qu'il y en a beaucoup. Je cite La Révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique, Fayard 2011, Histoire de Gaza, paru en 2012, et Le Nouveau Moyen-Orient en 2013, auquel il faut ajouter, en fait, d'ailleurs, le dernier que je viens de citer est ici en vente, d'ailleurs, ça vous intéresse, Le Nouveau Moyen-Orient. Là, on est au cœur du sujet de la soirée. Et puis, il y a encore des livres plus récents. Donc il faut savoir aussi qu'il est auteur de paroles de chansons, en tout cas d'une chanson. Zebda. Voilà. Oui, de Zebda, sur Gaza. Est paru, on voit ici aussi, le Printemps des Arabes, donc il n'a pas dessiné, mais donc il est scénariste, n'est-ce pas, c'est ça? Voilà, avec Cyril Pomès. Et récemment, aussi très récemment, est paru Je vous écris d'Alep. C'est paru hier. C'est paru hier, voilà, de primeurs. Ils sont là, en direct de Paris. Il a joué le rôle de diffuseur aujourd'hui. Et donc, c'est en fait un livre qui a été écrit suite au dernier voyage que Jean-Pierre Fillu a fait en Syrie, dans la région d'Alep. Il nous en parlera sûrement. Donc je disais qu'il avait une double vie semi-publique, et donc la partie précédente, c'est qu'il a été aussi diplomate. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être considéré comme un suppôt, par certains, comme un suppôt du néocolonialisme français. Je cite. Agent du Qatar, BHL le petit pied, porte-parole de l'OTAN. Oui, j'ai déjà vu ça. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Donc il a été adjoint de l'ambassadeur de France à Damas, donc il connaît très bien la Syrie, de 1996 à 1999, mais il a déjà séjourné en Syrie avant, depuis 1980. Et bon, je crois que je vais presque m'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Sur le sujet de la soirée, donc vous avez sans doute vu le petit texte que nous avons diffusé pour introduire la soirée. Donc c'est un sujet éminemment grave, puisque une tragédie se déroule en Syrie depuis 2 ans et demi. Elle fait l'objet d'énormément d'analyses et de commentaires et de jugements extrêmement variés et contradictoires. C'est ainsi par exemple que certains considèrent qu'il s'agit d'une guerre civile opposant diverses communautés religieuses, que d'autres estiment que les entre guillemets troubles s'expliquent essentiellement par des ingérences étrangères, et parmi ces derniers, un certain nombre minimisent fortement les crimes du régime en place à Damas. Nous allons maintenant écouter le point de vue de Jean-Pierre Fillu, qui n'est pas le point de vue d'un observateur ni extérieur, ni mal informé, parce qu'on peut être à l'intérieur et mal informé, c'est le point de vue d'un historien, et c'est ça qui nous intéresse. Vous évoquiez la chanson que j'ai écrite pour Zebda, donc Une vie de moins. Je ne parlerai pas plus fort, hein, donc autant effectivement, c'est bon comme ça. J'en ai fait une autre pour la révolution syrienne qui s'appelle La Dame de Damas, qui sert à... Je ne pense pas que ça ait permis de lever des fonds très très importants, mais chaque fois qu'on la télécharge, c'est 1 euro pour Souria Khouria. Et ce qui est très frappant, et je ne peux pas trouver de meilleure introduction, c'est qu'il y a des sites farouchement opposés à Israël qui ont dit du bien de Fillu pour la chanson de Gaza et ont traîné dans la boue Fillu pour l'autre chanson en pensant que c'était 2 personnes différentes et réciproquement. Donc des gens qui ont trouvé quand même très très bien de s'engager contre Bachar, en pensant qu'il y avait un horrible antisémite qui écrivait des chansons pour Zebda. Donc ce qui fait que j'ai effectivement sans doute accru les membres de mon
club ou de mes likes. Enfin, je sais pas pour mes likes, vu que je suis pas sur Facebook parce que j'ai qu'une vie. Le sujet de ce soir est très grave, mais ce que je voudrais, c'est que nous parlions du sujet. Voilà. Donc, que nous parlions de la Syrie de 2011 à 2013. Pas de l'Irak en 2003, pas de la Libye en 2011, pas de l'Irak en 90-91, je pourrais faire la liste. Hein, et qu'on arrête de mener par procuration, c'est le cas de le dire, des querelles sur le champ syrien qui ne sont pas pertinentes. Ça ne veut pas dire que la querelle n'est pas pertinente, mais la Syrie a déjà bien assez de problèmes pour qu'on ne vide pas ces querelles-là sur ce plan-là. Personnellement, je n'ai pas eu que 2 vies, j'ai eu 3 vies. J'espère en avoir quelques-unes de plus. Ah oui, mais justement, la première vie, elle est publique aussi, et elle était humanitaire. Humanitaire. Hein, y compris pendant la guerre libanaise, y compris pendant ce que j'ai appelé le Sabra et Shatila rampant, c'est-à-dire les massacres de Palestiniens dans les camps de réfugiés qui ont suivi le massacre proprement dit de Sabra et Shatila. Et c'est en me rendant dans le camp palestinien de Rachidiyeh en stop en 1980 pour y retrouver les amis du Fatah et avoir ma première rencontre avec Yasser Arafat à 18 ans, hein, il y a des privilèges qui ne s'oublient pas, que j'ai traversé un pays dont personne ne parlait, qui était la Syrie en 1980, et où j'ai vu de mes yeux, en 1980, le père de Bachar el-Assad massacrer une partie de sa population dans cette bonne ville d'Alep où j'étais encore il y a quelques semaines. Et ce qui est très frappant, c'est la permanence des mécanismes d'oppression, y compris dans l'espace urbain. Vous avez à Alep une citadelle mamelouk, qui est très belle, qui a été renforcée après les invasions mongoles, donc au XIIIe siècle, et qui déjà en 1980 était utilisée par le dictateur pour ses hélicoptères, pour ses batteries de mitrailleuses, pour massacrer le peuple dans la vieille ville en dessous. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le fils, sauf que les proportions ont changé, et les armes de destruction qui sont utilisées sont incomparablement plus ravageuses, ce qui fait qu'une partie de la vieille ville d'Alep, qui est notre patrimoine à toutes et à tous, est aujourd'hui en ruine du fait de ce sauvage. Mon maître dès cette époque-là, parce que j'avais 18 ans en tout stop, et j'avais dans mon sac à dos, 1980, le numéro du Monde diplomatique d'avril 1980, où un monsieur Gérard Michaud expliquait ce qu'était l'État syrien en guerre contre son peuple. Gérard Michaud, c'était le pseudonyme de Michel Seurat. Michel Seurat qui est mort dans des conditions atroces aux mains du Hezbollah, dont on n'arrivera jamais à m'expliquer qu'il est innocent de ce type de crime. Donc, Michel Seurat, très tôt, en convoquant Ibn Khaldoun pour de bonnes et de moins bonnes raisons, je n'accepte pas forcément tous les concepts qu'il utilise, a essayé de formaliser ce qu'il appelle l'état de barbarie. Ça ne veut pas dire que le système Assad est le plus sanglant de la région. On peut considérer que le système Saddam Hussein ou le système Kadhafi l'était plus. Mais ça veut dire que la seule chose qu'il y a au cœur du système Assad, c'est la terreur. Et qu'on ne me dise pas qu'aujourd'hui il a une base populaire, parce que personne ne peut le savoir, parce que personne ne peut parler librement dans les zones sous son contrôle. C'est aussi simple que cela, parce que si vous dites ce que vous pensez, ou si même si vous le pensez un peu trop fort, et que vous êtes à portée de ces tueurs et de sa police politique, et bien vous risquez tout simplement de disparaître et votre famille avec vous. Donc ça c'est pour poser le cadre d'interprétation de ce qui se passe en Syrie depuis 2 ans et demi, qui n'est jamais que la lutte à mort de l'état de barbarie contre sa population.
Et soyez-en certains, Bachar tuera tant qu'il ne sera pas convaincu qu'il peut rester au pouvoir. Au début de la Révolution, le slogan que ces nervis écrivaient sur les murs, c'était « Assad, nous brûlons le pays ». Assad ou Nahraq al-Balad. Aujourd'hui, c'est Assad ou Nubil al-Balad. Où nous anéantissons Ibada. Je suis désolé de faire cette comparaison. C'est la traduction arabe la plus approchante de génocide. C'est quand même le terme qui est utilisé sur les murs de Damas. Nubil al-Balad. Donc, je pose cela pour aussi ramener un certain nombre de débats franco-français, belgo-belges, à un simple principe de réalité. Cet état de barbarie, il ne vient pas de nulle part. Cet état de barbarie, il vient fondamentalement de l'écrasement de la révolution palestinienne à Amman en septembre 1970. En septembre 1970, le régime bassiste est divisé par des querelles extrêmement violentes entre le clan Salah Jdid et le clan Assad. Assad est le ministre de la Défense, on pourra peut-être en parler, c'est quand même le ministre de la Défense au moment de la chute du Golan, qui proclame la chute du Golan avant qu'elle ait lieu, ce qui, pour un ministre de la Défense, prouve au moins des notions d'état-major un peu relatives, ce qui est d'ailleurs logique vu que l'important n'est pas l'État syrien, c'est le nizam, c'est le système. Et nous passons notre temps à confondre la raison d'État et la raison du régime. Aujourd'hui en Syrie, il n'y a qu'une raison du régime, et ce régime est prêt à tout pour le demeurer. De même que, si on évoque la question, il n'y a pas de raison de la cause pour le Hezbollah, il y a la raison du parti. Et le parti Hezbollah est prêt à tout pour se maintenir, y compris au moment où nous parlons, à massacrer des Syriens qui n'avaient a priori pas demandé son intervention sur le territoire qui est le leur. Donc, le régime Assad est fondamentalement bâti sur une trahison, la trahison de l'OLP et des fédayines palestiniens en 1970 à Amman, Irbid, Ashloun, dans tout ce théâtre que Jean Genet a admirablement décrit avec d'autres. Et les blindés de l'armée syrienne rentrent en Jordanie, et des blindés qui n'ont pas de couverture aérienne, je peux vous dire, ce sont des cloportes qu'on peut écraser. Eh bien, l'aviation ne décolle pas, et pour cause, Hafez al-Assad interdit qu'elle décolle, et effectivement, les blindés sont décimés, la révolution palestinienne est écrasée en Jordanie, mais Hafez al-Assad, lui, prend le pouvoir 2 mois plus tard. C'est ce qu'on appelle pudiquement le mouvement de rectification. Le mouvement de rectification, c'est donc l'établissement en novembre 1970 et jusqu'à ce jour d'un pouvoir absolu, de type dictatorial et mafieux. Bon, ça, il n'est pas le seul au monde, en revanche, il est le premier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avoir mis en place ce qu'on appelle la Jamlaka, c'est-à-dire la République héréditaire. C'est directement inspiré de la Corée du Nord, pour qui Hafez al-Assad avait une profonde admiration, de même qu'aujourd'hui Bachar al-Assad a une profonde admiration pour la Chine. Il trouve extraordinaire qu'on puisse faire autant de fric en conservant un pouvoir absolu. Je l'ai entendu me le dire. Donc la Corée du Nord, ça fascinait Hafez al-Assad parce que c'était comment créer une dynastie. Et c'est d'ailleurs pas inintéressant que tout ça se passe à Damas, qui a vu se mettre en place la première dynastie de l'islam, alors que dans le califat et à la suite du prophète, on n'avait jamais parlé du principe dynastique. Donc, on voit effectivement cela qui s'installe dans un pays qui, pour faire très simple, on peut en discuter, a eu des frontières absurdes, injustes, infâmes, tracées par une France coloniale qui a charcuté en tous sens une Syrie qu'elle avait déjà dépossédée de son droit à l'autodétermination en écrasant en 1920
les troupes du roi Faisal, mais surtout les forces nationalistes arabes qui voulaient l'établissement d'un royaume des Arabes, comme cela leur avait été promis par les Britanniques pour le prix de leur engagement contre l'Empire ottoman. Pour revenir jusque-là, je vais juste signaler que quand vous entendez des bons esprits, vous parlez de partition, d'État alaouite ou je ne sais pas quoi, ben ils sont à peu près au même niveau d'expertise socio-ethnique que les officiers du deuxième bureau qui arrivaient du Maroc de Lyautey dans les années 20, qui croyaient d'ailleurs que les alaouites étaient des chrétiens égarés, et qui se sont dit, ça a bien marché avec les maronites au Liban, on va refaire la même chose en Syrie. Et donc, avec une Syrie qui était déjà réduite de partout, on crée l'État des Alaouites, qui était plus important administrativement que Damas et Alep, qui avaient chacune leur propre État, plus une autonomie pour les Druzes, plus une autonomie pour les Kurdes, évidemment le Sanjak d'Alexandrette, qu'on va finir par donner aux Turcs pour être certain qu'ils ne se mettront pas en cheville que pendant le premier conflit mondial avec les Allemands. Donc cette Syrie-là, qui naît en 1946, elle est trop faible pour exister de manière vraiment stable et assurée. Elle va devenir l'enjeu des luttes de pouvoir. Alors là, pour le coup, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Mais pour le coup, à l'époque, vous avez le coup d'État de la CIA, le coup d'État des Français, les manœuvres des Soviétiques, etc. etc. Et donc Hafez el-Assad a ce génie, il ne faut jamais nier que les dictateurs peuvent avoir du génie, de créer un régime donc, de type nouveau, c'est la correction, en vidant le bas de sa substance idéologique et en établissant à sa place la Syrie et Assad. Et le slogan, avant que cette bande de bourreaux et de massacreurs disent « Assad, on brûle le pays », c'était « Assad, notre dirigeant pour l'éternité ». Assad, Qaïdouna ilal abad. Et je vous jure que j'ai entendu des meetings de fans d'Assad dire « Wamabad », et même après l'éternité. Ce qui prouve que c'est quand même une conception de la permanence au pouvoir. Quand vous entendez les mêmes personnes aujourd'hui dire « je vais peut-être me représenter aux élections 2014 », bon, ce ne serait pas aussi tragique, ce serait effectivement à mourir de rire. Donc, il va asseoir ce pouvoir de type nouveau sur une manipulation absolument perverse, mais très efficace, du système international et des relations de pouvoir où la Syrie est un élément clé. Et donc il va complètement marchandiser, je ne sais pas comment dire, cette position de la Syrie, qui ne lui doit rien, à part peut-être qu'elle se trouve avec le Golan en moins de son fait, au l'unique profit de son régime, avec cette erreur de perception qu'on ne soulignera jamais assez, entre raison d'État et raison du régime, et en faisant comme si la Syrie c'était lui. Et ce qui est très important, c'est que cette position va se construire dans le regard des Occidentaux. On va avoir Kissinger qui parle du Bismarck arabe, quand même, pour quelqu'un qui avait sa culture, on peut trouver des références un peu aléatoires. On a Carter qui parlera du nouveau Saladin. Que d'honneur pour cet homme, qui n'a jamais fait quand même que gérer un héritage qui était brillant et de complètement le retourner à son profit. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il va construire, et ça, Seurat l'avait parfaitement analysé. Il avait dit l'activisme international de la Syrie est inversement proportionnel au degré de vie politique autonome dans le pays. Et donc plus on parle de la Syrie à l'international, plus on tue les Syriens. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Genève 2 est une mécanique de mort, pas pour la révolution syrienne, c'est déjà malheureusement bien avancé, mais pour les Syriennes et les Syriens. Ça va les tuer et
c'est terrible de voir comment les mots, comme dans un Orwell moderne, vont signifier leur contraire. Une conférence de paix est une conférence de guerre. Et d'ailleurs, Bachar al-Assad a dit, et je suis certain qu'il le pense, que c'était à lui qu'il aurait fallu remettre le prix Nobel de la paix, et non pas à l'Organisation internationale sur les armes chimiques. Donc, ces différents éléments de l'architecture de sécurité internationale du système Assad, je les rappellerai très rapidement. Il y a d'abord, et c'est fondamental, le maintien du cessez-le-feu avec Israël, qui a été respecté très scrupuleusement, sauf à 2 reprises où Bachar al-Assad a lancé les Palestiniens sur les lignes israéliennes, donc à 2 reprises au printemps 2011. Il y a l'écrasement de la révolution palestinienne, cette fois au Liban, en 1976, avec les massacres de Tal Zatar et tout ce qui a suivi. Et donc le fait de contrôler, soi-disant, la carte libanaise et la carte palestinienne, c'est-à-dire concrètement de retirer au peuple palestinien et au peuple libanais sous leur droit à l'autodétermination au profit exclusif du peuple, enfin plutôt du régime syrien, puisque comme on ne fait plus la guerre avec Israël sur le Golan, il faut bien la faire ailleurs pour continuer à avancer, d'où après ce qui donnera le Hezbollah et le reste. Il y a évidemment l'alliance avec l'Union soviétique et aujourd'hui avec la Russie, qui, vous avez entendu plein de choses sur les bases de Tartous et tout ça c'est de la foutaise. La réalité, elle est très simple, c'est que le système russe de pouvoir a épousé la vision, je ne parle pas des visées, la vision du système syrien de pouvoir, pour différentes raisons que je pourrais vous détailler, mais entre autres parce que le système russe de pouvoir n'a, contrairement à ce que tous les gens disent, aucune idée de ce qui se passe vraiment en Syrie. Il ne croit que ce que lui dit le régime. Et donc, il aligne, effectivement, vous savez, à la peine d'être sorti de Saint-Cyr ou de l'Académie d'Odessa, pour dire s'il y a 500 chars d'un côté et 0 de l'autre, je mise sur celui qui va gagner. On fait juste l'impasse sur un petit quelque chose qui s'appelle la politique, et accessoirement la révolution. Sur quoi, évidemment, Poutine ne comprend que Pouic. Le 4e élément qui est le plus important aujourd'hui, qui est même plus important que l'alliance russe, c'est l'alliance avec l'Iran, qui prouve une fois de plus que Assad, dans son côté machiavélique, est un génie. Parce qu'en 1979-80, considérer qu'il faut, tout en étant représentant du nationalisme arabe sous sa forme bassiste, se mettre au banc de l'ensemble du monde arabe et s'allier avec l'Iran contre Saddam Hussein, parce que justement Saddam représente l'autre basse et qu'il faut mieux être allié avec l'ennemi de l'autre basse plutôt que d'être fidèle au principe du nationalisme arabe, ça franchement c'est un coup de génie. Et on voit que de tout, dans ce Moyen-Orient où tout change, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est l'alliance syro-iranienne, ou plutôt, je précise, l'alliance entre la République islamique et le régime Assad, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis le dernier point, qui est tout aussi capital, c'est la façon dont la Syrie avait réussi à détourner à son profit des financements importants du Golfe au nom d'une supposée résistance contre Israël. On sait que ces financements ont commencé à devenir vraiment très importants avec les accords de Riyad qui avaient justement été conclus après l'écrasement de la gauche libanaise et de la résistance palestinienne par l'armée syrienne pendant l'été et l'automne 1976 au Liban. Donc cette configuration, vous voyez, est très complexe. Et le régime Assad arrive toujours à donner à celui qui vient pour son argent. Ou pour pas son argent, vu que par exemple les Iraniens investissent à fond perdu depuis le début en Syrie, de même que les Russes n'ont jamais vu le moindre sou de remboursement d'une dette syrienne. Donc on n'est pas du tout
dans des rapports qui peuvent s'analyser comme le font nos doctes commentateurs. On est dans du pouvoir à l'état pur qui détruit la politique dans ce qu'elle a de plus concret. On est dans une abstraction qui nie le peuple. Avec, pour faire très simple, quand on passe de Hafez à Bachar, non pas une modification de la structure du pouvoir, mais une modification de la pratique du pouvoir qui correspond à ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe, qui est l'arrivée des héritiers. Il y a d'autres. La seule transition qu'on voit dans le monde arabe pendant 50 ans, c'est la transition des pères aux fils. Il n'y avait rien d'autre jusqu'à la révolution de l'hiver 2011. Et du coup, on surinvestit à Bachar le modernisateur, etc., etc. La réalité, c'est que effectivement, on a un discours, le discours Bretton Woods, libéralisateur, etc., dans lequel, c'est pour ça que Bachar a été fasciné par la Chine. Il s'est dit, mais c'est formidable, on va privatiser, donc on va faire encore plus de fric, et ça restera dans la famille. Et en même temps, on dira aux Européens, aux Américains, vous voyez qu'on est modernisateur, on libéralise. Donc vous arrivez à ce système qu'on appelle le capitalisme des copains, pour faire simple, qui fait que le cousin de Bachar al-Assad, Rami Makhlouf, peut accumuler en quelques années, je peux vous assurer que ce n'est pas par ses talents d'entrepreneur, une fortune estimée à 3 milliards de dollars. On a 12 banques privées qui voient le jour, dont 9 avec des participations déterminantes de Rami Makhlouf, c'est quand même pas mal. Et puis évidemment, comme partout, on a la téléphonie mobile, et chacun sait ce que signifie la téléphonie mobile. C'est pour ça d'ailleurs que quand la révolution éclate, on commence par brûler le commissariat, puis le siège du BAS et le bureau de Syriatel, parce que c'était les trois symboles de la corruption et de l'oppression du régime. Pourquoi mars 2011? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas... pour une raison assez simple, qui est d'abord l'extrême... quand on a une douzaine de polices politiques, dont on ne sait pas très bien qui fait quoi, et qui en plus ont pris le pas sur le parti basse. C'est-à-dire qu'avant, c'était le BAS qui était l'instance de gestion. En Syrie, il faut savoir que si vous vouliez aller à l'université, si vous vouliez ouvrir un commerce, si vous vouliez importer une voiture, avant, il fallait demander au BAS, du temps du père. Du temps du fils, il faut demander au renseignement militaire, au renseignement de l'armée de l'air, qui sont les plus dangereux, les plus gourmands, et qui eux-mêmes, régulièrement, viennent chez des citoyens divers et proposent la musharaka. Musharaka est pour comprendre. Ce que je vous dis peut paraître un peu, mais si vous voulez comprendre les Assad, vous regardez par un 1, par un 2. Il était gentil, Al Pacino, au début. Il était gentil. Finalement, il devient bien pire que Marlon. Bien pire, bien pire. Pourquoi? Parce qu'il sait que de toute façon, même au fin fond de la Sicile, on viendra le tuer. Et donc, Bachar est un personnage tragique. Je ne vais pas pleurer sur son sort, mais c'est un personnage tragique. De toute façon, soit il tue, soit il est tué. Donc il a décidé, à un moment en 2000, qu'il tuerait. Et depuis, on peut considérer qu'il y a quand même pris goût. Donc, la raison principale pour laquelle la révolution a éclaté plus tôt, elle est très simple, ça s'appelle l'invasion américaine de l'Irak, qui a été un formidable effet d'aubaine, non seulement pour Al-Qaïda, ça c'est un autre débat, mais pour toutes les dictatures, qui ont dit, vous voyez la démocratie, vous voyez ce que c'est. Et en Syrie, ça marchait encore mieux, parce que vous aviez 1,5 million de réfugiés qui pouvaient raconter en long, en large et en travers les horreurs qu'impliquait la fin du dictateur. Donc vous avez réellement un phénomène de renforcement de la dictature, parce que tout le monde a très peur de cette catastrophe. Et personne en Syrie ne veut qu'il arrive l'équivalent de l'Irak. Et encore aujourd'hui, pour ça je me suis permis de faire juste cette remarque liminaire, on parle
parle de l'Irak en 2003. On n'a toujours pas soldé la question de l'Irak en 2003 quand on parle de la Syrie, quand on croit parler de la Syrie en 2013. Hein. Et ça, c'est quand même terrible, parce que bon, le peuple syrien, il paye pour tout. Il paye pour Sarkozy, il paye pour Bush, il paye pour tous les Arabes qu'on trahit, qu'on menti, qu'on vendu, il paye pour Cana, il paye pour tout. Et personne ne s'intéresse en fait à ce qui lui arrive. Et ce qui lui arrive n'est pas si compliqué que ça. Hein. Ce qui lui arrive, c'est effectivement un mouvement qui va se déclencher en écho, en résonance avec ce que j'appelle moi les révolutions. Hein. Donc c'est pas en Syrie, je pense qu'il y a une révolution arabe pour plein de raisons. Je pense que cette dynamique révolutionnaire est à l'échelle du monde arabe et qu'elle va du Maroc au Golfe, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura la révolution partout. Et je refuse de choisir entre la révolution de Bahreïn, la révolution en Tunisie et la révolution en Syrie. Je suis avec tous les militants qui sont effectivement sur ces terrains de lutte. Et donc la forme de mobilisation syrienne va être tout à fait spécifique parce qu'elle va, face à cet État qui l'opprime d'en haut, qui la regarde d'en haut et qui la nie, elle va se reconstituer par le bas. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les tansikiyat. Donc c'est une forme tout à fait nouvelle d'organisation qui perturbe beaucoup les observateurs extérieurs, qui cherchent des partis, des fronts, des structures pyramidales, des hiérarchies claires, donc la sempiternelle, antienne. Alors quand même, ils sont très divisés. Ils ne sont pas divisés, ils sont pluralistes. Hein. C'est un peuple en mouvement. Donc c'est foutraque, c'est pas parfait, c'est pas tiré au cordeau. Il y en a qui disent si, il y en a qui disent mi, et pour cause. Parce que ce sont des comités qui partent par le bas et qui peu à peu se fédèrent. Je vous laisse faire des analogies historiques avec d'autres théories ou d'autres expériences. Mais c'est cela qui se passe. Hein. Donc, et ces comités, et c'est assez extraordinaire, s'entendent au bout d'un mois de révolution, donc à la fin avril 2011, alors que d'ores et déjà il y a des centaines de morts qui sont tombés parce qu'on tire sur ces manifestations désarmées et pacifiques à Montportant, avec des frontières, etc. Ils s'entendent sur un manifeste, je crois avoir été un des premiers à le diffuser en langue non arabe, d'abord en anglais puis en français, c'est comme ça, j'étais à Columbia à l'époque, un manifeste qui insiste sur la non-violence. Hein. Et c'est l'idée d'opposer la non-violence non pas comme arme du faible, mais comme arme de mobilisation, parce qu'on sait que, justement, le régime veut la violence. Parce qu'il a un schéma qui est celui de 79-82, de l'affrontement contre les frères musulmans qui, à l'époque, étaient armés sur une base djihadiste, à l'époque, hein, et qui avaient mené donc, un soulèvement qui s'est achevé dans le bain de sang de Hama, entre 7 et 25 000 morts, ce qui permet à ceux qui me accusent d'être néocolonialistes ou autres, d'ajouter, en plus, vous parlez d'un historien, 7 ou 25 000, il ne sait même pas. Eh bien, on ne saura jamais. On ne saura jamais, parce que le tiers de la ville historique a été détruit, et la plupart des morts ont été enterrés dans des fosses communes par les bulldozers de l'armée, et on ne saura jamais. De même qu'aujourd'hui, mon sentiment est que le bilan de 120 000 morts est tout à fait sous-estimé, parce que pendant la période où j'étais à Alep, j'ai vu beaucoup plus de morts que ceux qu'on rapportait d'Alep pendant la période où j'étais. Donc je ne sais pas si c'était le même cas partout, mais j'ai tendance à croire que ce bilan est minimal. Hein. Mais le problème, c'est pas les chiffres. Le problème, c'est d'essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre. Et ce qui est à l'œuvre, c'est tout simplement une machine de mort contre la population. C'est l'état de barbarie. Hein. Donc ces comités vont mettre en avant la non-violence et évidemment l'unité de la Syrie contre les dérives confessionnelles. On sait qu'à l'époque, les militants alaouites sont ciblés par la police politique et qui payent, si j'ose dire, double peine, non seulement parce qu'ils sont révolutionnaires, mais parce qu'ils ont trahi la communauté, et qu'il faut, au contraire, restaurer cette unité de la communauté supposée dirigeante, alors que la plupart des alaouites ne profitent pas de ce régime, mais qu'il y a justement besoin de
s'appuyer sur une minorité prise en otage. Même chose, sous une autre forme pour les chrétiens, avec des relais tout à fait complaisants en Europe et via le Liban. Mais ce qui est tout à fait fascinant, et j'avoue que j'avais du mal à le croire, parce que même quand on croit connaître ce système, il vous épate. Il vous épate. Hein, il est encore pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et il y a quelques jours, j'ai vu effectivement les photos de ces trois gaillards souriants qui sortent de la prison politique de Sednaya, qui est quand même la Bastille syrienne. Généralement, quand on sort, les anciens de Sednaya sont quand même dans un drôle d'état. Hein, et aujourd'hui, ce sont parmi les trois chefs des brigades djihadistes et salafistes du pays. Ah, c'est quand même extraordinaire. Je ne dis pas que ce sont des agents du régime syrien. Je suis contre toute théorie complotiste ou conspirationniste. C'est viscéral. Je ne supporte pas. En revanche, il est évident que face à une révolution non violente et pacifique, le régime avait tout à fait intérêt, un, à la militariser, deux, à la djihadiser, et c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de talent. Donc le tournant, c'est le Ramadan 2011, où vous avez des vagues humaines qui sortent entre autres dans la ville de Hama. Il faut imaginer ce que c'est à Hama de sortir manifester. Quand on a encore aujourd'hui dans la ville, volontairement, les stigmates du massacre de 2002 qui ont été laissés, hein, avec des trous d'obus béants, des quartiers qui n'ont pas été reconstruits, pour que jamais la population d'Hama n'oublie ce qu'il en coûte de résister au Assad. Et au beau milieu de la ville, cette espèce de verrue urbanistique qu'est l'hôtel Cham, qui a été construit sur la plus grande fosse commune des massacres de 1982. Welcome to Syria. Hein, ça, c'était l'office du tourisme. Et après, on allait voir les norias de Hama. Hein, évidemment, personne ne disait un mot sur ce qui s'était passé en 82. Donc cette ville sort, on a dit 1 demi-million de personnes. Je ne crois pas que ça soit allé aussi loin, mais vous avez de toute façon des dizaines de milliers, 100 000, 150 000 personnes qui sortent, des marées humaines qui constituent, et c'est là où c'est très important, qui constituent un immense drapeau humain qui est le drapeau de la Révolution. Et ce drapeau de la Révolution, c'est le drapeau de l'indépendance. Ce sont les 3 étoiles. Les 3 étoiles, c'est Alep, Damas, Deir ez-Zor. C'est le drapeau des indépendantistes contre le mandat français. Quel est le drapeau du Bas? 2 étoiles, l'Égypte et la Syrie. C'est le drapeau de la République arabe unie de 58 à 61. C'est le drapeau de la Syrie qui avait abandonné son indépendance et s'était jetée dans les bras de Nasser parce qu'elle n'y arrivait plus à gérer ses problèmes intérieurs, entre autres du fait du Bas à l'époque. Ce sont ces symboles-là. Or, qu'est-ce que vous entendez? Là encore, Orwell. Alors que les révolutionnaires disent drapeau de l'indépendance, eh bien, Bachar dit drapeau du mandat, à la Istiqlal, à la Intidab. Évidemment, vu que les nationalistes l'arboraient contre le mandat, donc il a effectivement été élaboré en 1932, hein, contre le mandat. Et vous voyez comment tout est ainsi détourné, on passe sur Hezbollah, la résistance, etc., de façon absolument abjecte, pour des termes qui sont quand même des termes nobles et qui méritent un minimum de respect, y compris de la part des criminels qui les profèrent. Donc on a ce tournant pendant l'été 2011 où le régime voit que ces protestations pacifiques vont l'emporter. Et donc il décide de lâcher non seulement la soldatesque, hein, il y a le phénomène des shabiha, qui donc... et ça, c'est aussi une différence avec Assad père, c'est que de 79 à 82, vous avez le BAS, l'armée, les brigades de défense, mais tout ça reste, si j'ose dire, organisé. Hein, avec Bachar, c'est aussi le fruit de la privatisation des années précédentes, qui débouche sur la privatisation de la violence milicienne. Et Shabiha, c'est littéralement, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin de Coppola, hein, c'était les milices de protection des trafiquants de drogue sur la côte méditerranéenne. C'est ça les Shabiha. C'est pour ça que généralement ils ont des gros tatouages et tout. C'est les Yakuza. Hein,
Et donc ces shabiha sont lâchés sur les opposants avec, là aussi, privatisation, c'est-à-dire leur salaire importe peu, quoiqu'il soit plus important souvent que celui des militaires, mais on n'est plus très sûr des militaires, parce qu'après tout, on a vu la Libye, on a vu le Yémen, on a vu l'Égypte, donc on préfère les shabiha et les gardes prétoriennes que sont la 3e division ou la garde républicaine. Les Syriens, eux, je peux vous assurer, j'étais à Alep en juillet quand il y avait les élections qui soi-disant étaient essentielles pour la présidence de la coalition, c'était le cadet de leurs soucis. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une coalition, un conseil, des gens à l'extérieur qui fassent leur boulot et qui leur amènent, 1, de l'assistance, 2, des armes. Parce que le rapport de force est devenu tout à fait tragique. Très vite au début, l'armée syrienne libre n'enrôle que des gens qui peuvent amener leurs propres armes, parce qu'ils n'en ont pas. Hein? Donc on a une forme d'amalgame qui se fait sur la base. Comme vous avez les Tansikiades qui sont enracinés localement, vous avez des Katibas qui sont enracinés localement. Alors évidemment, l'instructeur de l'académie d'Odessa, il vous dira mais ça marche pas. Ou le nostalgique du général Giap, il vous dira mais c'est pas comme ça qu'on libère un pays. Ben c'est leur pays. Ils ont décidé de le libérer comme ça. Et de toute façon, c'est ainsi qu'ils font, et c'est ainsi qu'ils payent de leur vie cette organisation qu'ils ont choisie. Je ne serais pas contre d'avoir plus d'armes et d'avoir plus d'argent. Mais visiblement, on ne veut pas leur en donner. Alors qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Chose assez logique. Vous avez ces groupes locaux qui cherchent désespérément à aider la population qui est sous leurs auspices, pas forcément sous leur contrôle d'ailleurs, parce que je peux vous dire que j'ai vu des réunions révolutionnaires avec des chefs en Syrie, qu'est-ce qu'ils en prennent pour leur grade, les chefs? J'ai jamais vu ça dans mon marin. C'est-à-dire qu'on a complètement renversé le principe d'autorité. Taklif, leïsa tachrif. Vous avez une mission, ça n'est pas un privilège. Et donc, c'est dur d'être chef en Syrie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils préfèrent être chef à Istanbul, à Doha ou ailleurs. Parce que s'ils montent en Syrie, ils se font salement traiter. Donc la personne qui est en charge, une fois que toute la communauté a épuisé ses économies, les biens des uns, a vendu ceci, a vendu cela, ben vous savez, il n'y a pas 36 endroits où on peut aller chercher de l'argent. Et vous avez compris où on va en chercher. Ben, on va dans le Golfe. Et alors, moi j'ai vu, et ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus soudain, du jour au lendemain, des radicaux, des djihadistes ou autres. C'est-à-dire tout simplement que quand on veut des subventions de l'Europe, on parle la novlangue européenne, grammaticalement et syntaxiquement pas très élégante, mais c'est comme ça. On doit la parler pour que les Européens vous soutiennent. C'est comme ça. Il faut apprendre le langage. Ben Ali connaissait très bien le langage. Moubarak connaissait très bien le langage. La seule chance du peuple égyptien, c'est que les militaires égyptiens n'ont pas encore appris à parler le langage de l'Europe. Mais le jour où ils ont appris, je peux vous dire que le malheureux peuple égyptien, il a vraiment des soucis à se faire. Et donc, il se trouve que les Syriens ne parlent pas le langage de l'Europe, vu qu'ils parlent le langage de la Syrie. Et qu'effectivement, la référence islamique est tout à fait importante. Alors, qu'on ne me raconte pas que Bachar est un laïc. Ça, c'est quand même la plus grande galéjade de l'année. Et je suis poli. Bachar a mis en place un clergé d'État, avec des sermons à sa gloire dans toutes les mosquées, et avec une confessionnalisation de la vie politique qui, même sous son père, n'avait jamais atteint de tels sommets. Donc, on ne dit pas que c'est de la laïcité. Ça peut être beaucoup d'autres choses. À beaucoup d'égards, Saddam Hussein avait une dimension laïque, en tout cas jusqu'en 1990, qui n'a jamais été le cas du système syrien. Le problème, c'est qu'on mélange tout. Laïcité, c'est le droit des minorités, et la laïcité, c'est le droit des femmes. Non. La laïcité, c'est autre chose. C'est un rapport entre l'État et la religion. C'est-à-dire que pas de droit pour les minorités, pas de droit pour les femmes. Je dis qu'on mélange tout. Et que la laïcité n'a tout simplement rien à voir avec cela. Alors, moi, j'ai vu devant la mairie d'Alep ce slogan magnifique écrit en lettres géantes:
la légitimité vient du peuple et la religion est pour Dieu. Si c'est pas ça la définition de la laïcité, moi j'ai mal lu mes classiques. Donc, les uns les autres, via leurs cousins, vont essayer de développer des réseaux de solidarité essentiellement dans le Golfe, parfois dans la diaspora à l'étranger. Et effectivement, dans le Golfe, ça se fait moyennant, non pas forcément allégeance, mais moyennant une islamisation au moins superficielle du discours ou de la propagande. J'ai vu ça, mais littéralement, comme une expérience de laboratoire. J'étais dans le quartier de Salah ad-Din à Alep, qui est le premier quartier qui s'est soulevé contre Bachar el-Assad en juillet 2012. Et donc, comme ils se sont soulevés pendant Ramadan, un an après, tous les gens des autres quartiers leur disaient « Oh, vous êtes des nuls, vous faites rien pour le premier anniversaire ». Les gens de Salah ad-Din, quand même, c'était largement, je veux dire, un an, ils ne pouvaient même pas faire une offensive et tout, parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de balles, ils n'avaient rien. Moi, j'ai vu des gens vendre des kalachnikovs à des trafiquants pour récupérer des balles. Voilà. Tellement ils sont sous-armés. Et donc, de la tipa qu'un beau matin, un bon cher koweïtien arrive, enfin bon ou pas bon, j'en sais rien, mais enfin il était visiblement content de lui, avec sa galabia immaculée, son kéfier rouge. À côté de lui, un chef de l'ASN qui avait enfin trouvé le monsieur qui allait financer l'offensive. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils font dans ces cas-là. Tout le monde est arrivé, la bec Allah, hein, plutôt que de dire des slogans révolutionnaires. L'autre a filmé avec son mobile, hein, comme ça il peut montrer ça pendant les soirées de Ramadan à ses cousins. Et puis, comme par hasard, l'offensive a démarré 2 heures après, parce que soudain il y avait des armes. Effectivement, c'est très difficile de remporter des victoires militaires durables comme ça, mais à qui la faute? Sûrement pas à ces gens qui sont prêts à partir dès qu'ils ont une Kalachnikov pour 3, hein, avec le gars. En plus, il y avait un détail qui était extraordinaire, c'est qu'ils avaient tous des rubans roses. Ça faisait un peu... Bon. Alors, je leur dis quand même, mais c'est quoi les rubans roses? Fille mort. En face, ils nous infiltrent avec des rubans noirs, avec marqué Allahu Akbar et tout ça. Les rubans roses, ils n'auront jamais pensé. Donc on fait l'offensive, on voit arriver les types avec les rubans noirs, on sait que c'est des chabira infiltrés. Comme quoi, hein, la révolution, on apprend vite, hein, surtout quand on risque sa peau. Donc, cette structure que vous voyez aujourd'hui reste... en fait, rien ne se passe de politique, c'est-à-dire on est dans l'infrapolitique depuis les offensives de l'été 2012, qui ont vu donc la moitié d'Alep et une grande partie de la banlieue de Damas tomber sous le contrôle de la révolution. Ces offensives étant elles-mêmes, on pourra en parler, d'après moi, la conséquence directe de l'échec de la mission de paix arabe pendant l'hiver 2012, de la mission de paix de l'ONU pendant le printemps 2012. Ces deux missions s'étant accompagnées d'escalades dans les massacres, massacres de Roula, etc., face auxquels, tout simplement, de même qu'il y a eu cette réaction de survie, hein, qui avait été de prendre les armes parce qu'on ne pouvait pas laisser les manifestants continuer de se faire massacrer comme cela, là il y a eu la décision de protéger les populations partout où on pouvait, avant de les laisser massacrer comme à Deraya ou ailleurs. Hein. Or, depuis ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le sublime, le génial, le prix Nobel de la paix, Obama, qui a dit ligne rouge. Été 2012. Alors ça, c'est quand même d'une perversité absolue. Ligne rouge chimique. Donc ça veut dire, vous faites quoi que ce soit d'autre, on ne bougera pas. Mais c'est bien mal connaître Assad, parce qu'à partir de ce moment-là, alors ils ont fait tout le reste, hein, ils ont fait tout le reste, ils ont l'aviation, les missiles balistiques Scud. Jamais un régime n'a utilisé des missiles Scud contre sa population. Hein. Pas un mot à l'ONU. Vous n'avez pas besoin de faire une enquête internationale. Hein. Vous savez d'où ils partent, vous savez où ils arrivent. Hein. Ce sont des missiles balistiques. Hein. Quand ils arrivent quelque part,
Et c'est ça qui fait, ça fait plus peur encore que en fait, la hantise à Alep, c'était des Scuds avec des charges chimiques. Hein, ils étaient convaincus que ça allait finir par arriver un jour. Bon. Et donc, ligne rouge, donc rien ne se passe, donc il ne faut pas armer, ou plutôt pire, parce que moi, j'oublierai jamais, 3 mois après le début de la Révolution, un révolutionnaire particulièrement visionnaire me dit « Vous allez rien faire, alors fermez votre gueule. Ne dites rien. Ne dites rien. Ne dites pas en plus que ceci, que cela, parce que chaque mot que vous allez dire va être retourné contre nous par la propagande du régime au nom de la résistance, bataille, enfin. Hein. Donc on est arrivé dans cette situation où en plus on a eu des fuites, vous savez, ces fameuses fuites, hein, qui ont permis de dire « Ah, mais il y a des commandos qui sont entraînés ici, ah, il y a des commandos qui sont entraînés là. » La réalité, moi je l'ai vu à Alep ou ailleurs, il n'y a rien qui arrive. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec ça aux frontières de la Syrie et qui peuvent effectivement produire toute une série de documents disant bien sûr, bien sûr, bien sûr, et ça aide beaucoup de trafiquants, beaucoup de profiteurs de guerre. À l'intérieur, toujours rien. Hein. Et donc, rien ne se passe, et au contraire, on n'aide pas militairement et on enfonce en parlant sans aider, et on n'aide pas politiquement et on enfonce en disant « Ah, quand même, vous n'êtes pas assez unis ». Alors chacun sait que si vous... Enfin, c'est vraiment une loi de physique politique. Si une puissance étrangère veut forcer une représentation nationale à s'unir sous la contrainte, elle va encourager les tendances centrifuges. Parce qu'automatiquement, on va avoir une compétition entre les poulains du Qatar, les poulains de l'Arabie, les amis de l'Amérique, ceux qui ont un pied-à-terre en Istanbul. Donc plus on parle d'unité, plus on divise. Et c'est exactement ce qui continue de se passer sous nos yeux. C'est-à-dire que le processus actuel, il n'est pas lié à je ne sais quelle impossibilité des Syriens de s'unir. Il est lié au fait que les pressions sont tellement fortes pour obliger au moins 2-3 opposants à aller à Genève que c'est en train de faire éclater l'ensemble, qui est exactement ce que veut Bachar. Donc, on est aujourd'hui dans ce phénomène infrapolitique qui, évidemment, a ouvert un boulevard aux djihadistes. Parce que les djihadistes, eux, ils ont un programme, ils ont une vision, et ils sont rentrés en Syrie en sachant parfaitement ce qu'ils allaient y faire. Et parfaitement ce qu'ils allaient y faire, c'est les leçons de l'Irak. Parce qu'eux aussi ont cru, avec l'invasion américaine en 2003, que ça y était. Et ils ont établi ce qu'on appelle l'État islamique d'Irak, dans la province d'Anbar. Hein. Alors si vous voulez avoir une image d'un système totalitaire fier de lui et conséquent, vous lisez les 23 pages de la charte fondatrice de l'État islamique d'Irak. Extraordinaire. Il est interdit d'eux, sur 23 pages. Sur 23 pages. Il est interdit d'eux, il est interdit d'eux, il est interdit d'eux. Donc, même pour des Irakiens en lutte contre l'armée américaine et contre un pouvoir qui lui jugeait inféodé, c'était trop. Donc il y a un phénomène qui s'est passé, qui est un phénomène de sarwa, réveil, hein, donc de milices tribales, mais en fait, c'était beaucoup d'anciens guérilleros qui se sont retournés contre Al-Qaïda quand ils ont considéré que c'était une force d'occupation, après tout, aussi dangereuse que l'armée américaine. À l'époque, cet État islamique d'Irak était aidé, au moins indirectement, par Bachar el-Assad, hein, et par ses services de renseignement, via une frontière qui est tout à fait poreuse. Et donc, ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails, c'est que cet État islamique d'Irak s'est peu à peu investi sur le terrain syrien qui me paraissait plus prometteur, et qu'à partir de la Syrie, il a repris pied depuis l'hiver dernier dans la province d'Anbar, profitant de la politique d'une brutalité insigne qui est menée par le régime de Nouri al-Maliki, hein, contre la minorité sunnite du pays. Hein. C'est drôle, dans ces cas-là, on n'entend plus du tout parler des défenseurs des
minorité. Et donc, cet État islamique d'Irak a voulu faire main basse sur la formation djihadiste syrienne qui s'appelle Nosra, un front du soutien, donc constitué essentiellement par ces braves gaillards, enfin pas braves du tout d'ailleurs, que Bachar al-Assad a libéré au printemps et à l'été 2011, après, j'insiste, après le début de la révolution. Donc, et vous avez lu partout, comme moi, OPA d'Al-Qaïda sur les djihadistes en Syrie, alors que c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que la création de l'État islamique d'Irak et de Syrie, en fait c'est d'Irak et du Levant, enfin Bilal Descham a fait un peu obsolète, donc on dit de Syrie, a provoqué justement une scission entre les deux branches, entre Nosra d'un côté, donc plus syrien, entre guillemets, et l'État islamique, donc là-bas on dit Daoulé, on dit l'État. C'est intéressant. Nizam c'est Assad, et Daoulé c'est les djihadistes. Alors, vous vous étonnez qu'après ils fassent confiance qu'à la démocratie de proximité, un peu logique. Et donc, ou Daesh, parce que c'est Daoulé, islamique, irakouchien. Et donc, depuis l'été dernier, depuis que j'ai eu la chance d'aller sur place et d'en sortir et d'échapper entre autres aux djihadistes, la révolution se bat littéralement sur deux fronts. Bachar d'un côté, avec les armes constantes, plus évidemment l'armée iranienne et Hezbollah, jusqu'à Alep. Et de l'autre, les djihadistes, qui littéralement lui tirent dans le dos, parce qu'eux, ils sont déjà dans l'après. Ils préparent. Et face à cela, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, ah, vous n'êtes pas assez unis, votre programme n'est pas assez clair, etc. Donc, on est aujourd'hui dans une situation, contrairement à ce qu'on croit, assez simple, c'est-à-dire qu'après avoir abandonné le peuple syrien à Bachar el-Assad, on est en train de le livrer pieds et poings liés aux djihadistes. Et je peux vous dire que les Syriens méritaient tout sauf ça. D'abord parce que c'est un peuple extraordinaire. Ensuite parce que même au jour d'aujourd'hui, cette révolution, non seulement ne les a pas rendus doloristes, il faut voir les trésors d'humour de cette révolution. Je raconte quelques anecdotes, mais hilarantes, qu'on m'a comptées sous les bombes. Aujourd'hui, par exemple, leur tête de turc, si j'ose dire, c'est Obama. Mais ils disent Obama, il est gentil, Obama. Il a bon cœur. Il nous aime. Il aime la Syrie, Obama. C'est pas possible ce qu'il nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut rien casser en Syrie. Donc, comme il veut rien casser en Syrie, il bougera pas tant que Bachar n'aura pas tout cassé. Il est bon. Il a bon cœur, Obama. C'est vraiment formidable, cet homme. Voilà, ça c'est le type d'humour. Ou essayez de regarder cette vidéo extraordinaire qui a été tournée après les attaques au gaz. Vous voyez, je n'ai même pas mentionné le gaz. Parce que le gaz n'est jamais que la progression de cet état de barbarie, et qui d'ailleurs a prouvé que les lignes rouges d'Obama étaient une foutaise. Et que quand Obama se tourne vers le Congrès, se porte au nom de la démocratie et de la Constitution américaine, parce qu'il est prêt à se battre jusqu'au dernier Syrien. Et qu'il n'a aucune envie de s'en mêler. On ne raconte pas qu'il y a un parti de la guerre, un complot impérialiste ou quoi que ce soit. C'est vraiment sauf qu'il peut pour ne pas y aller. Donc personne n'a mis en échec je ne sais quelle visée interventionniste. Il n'y en avait pas. C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, de ce point de vue, c'est d'arriver à une espèce de semblant d'accord à Genève pour que business as usual. Eh bien, je vais dire un truc très simple. La Syrie, si on ne s'occupe pas d'elle, elle viendra s'occuper de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre parce que ça n'est pas dans les logiques qu'on pratiquait jusqu'alors. C'est tout simplement aujourd'hui une espèce de trou noir, mais un trou noir qui n'est pas créé par la Révolution, qui est créé par Bachar al-Assad et qui continuera d'engloutir, d'absorber dans ce trou noir tant que quelqu'un, quelque part, quelque chose ne l'arrêtera pas. Il faut avoir aucune illusion
à cet égard. En tout cas, les Syriens n'ont aucune illusion à cet égard. Et comme je vous l'ai dit, Obama a bon cœur, il laissera Bachar détruire tout avant d'intervenir. Merci de votre attention.